Nous allons étudier l'école moderne. Cette école est basée sur 4 courants. Le premier, c'est le courant néoclassique, qui est une synthèse empirique entre l'école classique et l'école des relations humaines. En effet, ce courant a conservé l'idée de l'école classique que la science de l'organisation doit aboutir à formuler des principes clairs, simples, praticables, valables pour toute organisation, avec l'influence de l'école du comportement et de l'école sociotechnique qui s'est fait sentir à partir de 1970. Ensuite, on va voir le courant sociologique structuraliste, qui est une approche qui doit réaliser une synthèse entre la théorie classique et son organisation formelle et l'école des relations humaines et son organisation informelle. Cette approche structuraliste reprend les critiques contre l'école classique et soutient que l'école des relations humaines ne donne qu'une vision incomplète de l'organisation. Le troisième courant, c'est le courant de la connaissance, qui est une théorie qui lui est propre, dont les fondements conduisent à élargir le champ scientifique jusqu'à des dimensions philosophiques. Et finalement, on va voir la théorie des ressources, ou ce qu'on appelle aussi Resource-Based View, qui est un cadre de gestion utilisé pour déterminer les ressources stratégiques susceptibles de fournir un avantage comparatif à une entreprise. L'entreprise peut exploiter ces ressources pour obtenir un avantage concurrentiel durable. Commençons à découvrir les auteurs du courant néoclassique. Alfred Pritchard Sloan, né en 1875 et mort en 1966, il passa 45 ans au service de la General Motors Company aux États-Unis et 23 ans comme directeur général ainsi que 10 ans comme président du conseil d'administration. Il est le créateur du centre de profit. Sloan accorde l'autonomie aux divisions, qui deviennent des centres de profit, c'est-à-dire des responsabilités des prix de vente, de la gestion des achats, de la rentabilité des investissements. Selon Sloan, il juge que seule la décentralisation procure initiative, responsabilité, flexibilité des décisions proches des problèmes, donc une meilleure réponse aux conditions nouvelles. Selon Sloan, la direction se concentre sur les décisions stratégiques et il valorise des mécanismes de coordination qui sont mis en place pour que la décentralisation soit véritablement source d'initiative et de prise de responsabilité. En effet, la coordination selon laquelle Sloan insiste beaucoup est nécessaire parce qu'elle est source d'économie et d'efficacité au sommet de l'entreprise. Peter Drucker est né en 1909 à Vienne en Autriche où il fit des études de droit. Il fut journaliste jusqu'à l'avènement des nazis. Il travailla comme économiste à Londres. Il devient par la suite conseiller en management de plusieurs grandes compagnies pendant plus que 30 ans. Il a aussi exercé comme professeur. Il commence à redéfinir les tâches majeures du management qui sont pour lui au nombre de 3, à savoir la fixation de l'objectif ou de la mission de l'entreprise, l'établissement d'un travail productif et une satisfaction motivante et la gestion des impacts et responsabilités sociales. Peter Drucker déclare nettement que le but premier en général de toutes les entreprises est de créer une clientèle. À partir de ce but, il y a seulement 2 fonctions de base, qui sont le marketing et l'innovation, qui produisent des résultats. Pour lui, les autres fonctions ne produisent que des coûts. Il faut savoir aussi que la gestion par objectif est un des thèmes favoris de l'école néoclassique. Peter Drucker a longuement écrit sur cette question. Ainsi, pour lui, les objectifs doivent être d'abord calculés à partir de la nature actuelle et future de l'entreprise. Ils doivent ensuite être opérationnels et motivants. Les objectifs doivent permettre la concentration des ressources et des efforts. Ils doivent être
multiples et non en petit nombre. Ils doivent être établis dans les secteurs clés et finalement, ils doivent permettre la répartition du travail et ce sont les vrais déterminants de la structure de l'entreprise. Peter Drucker a aussi défini le manager. Pour lui, il n'y a pas de définition synthétique. Il y a seulement une définition qui est basée sur les tâches du manager et qui sont fixer les objectifs, analyser et organiser le travail en une structure, motiver et communiquer, mesurer par les normes et former les gens. Il ajoute que le manager doit être une personnalité intègre avec une force de caractère. Il note qu'il doit éviter un certain nombre d'erreurs courantes. Peter Drucker met l'accent sur les structures et note qu'aujourd'hui, les structures des organisations doivent répondre à des problèmes nouveaux. Il relève entre 1950 et 1970 qu'il y a une croissance extraordinaire du management intermédiaire ou des cadres moyens. C'est pour lui le signe de la réussite des organisations. Donc, la nécessité de nouvelles approches est aussi importante dans le domaine de l'organisation qu'elle l'était à l'époque de Fayol et de Sloan. Selon Drucker, c'est l'analyse des activités, des décisions et des relations qui définit la structure. Enfin, Peter Drucker insiste toujours sur la finalité sociale de l'entreprise et la responsabilité sociale des managers. L'entreprise est pour lui une institution conçue pour créer des changements. Octave Guélinier est un Français ingénieur de formation avec des études complémentaires en économie. Il est plutôt praticien et s'adhère à l'école néoclassique. Il a toujours lié les questions de l'organisation aux problèmes de l'économie et a critiqué la théorie microéconomique. Il a construit une nouvelle théorie de l'entrepreneur sur deux idées, la concurrence et l'innovation. Guélinier organise d'abord le cadre de l'action de la direction générale pour qu'une entreprise soit efficace. Pour lui, le point fondamental du management est la politique générale de l'entreprise. Il y a concordance entre croissance à long terme et profit à long terme. Il est donc nécessaire de fixer des objectifs datés. En effet, une politique doit être appuyée par les objectifs. Octave Guélinier propose que ces objectifs soient fixés par la direction avec le personnel à travers une direction participative par objectif. Ces objectifs sont accompagnés de programmes d'application et de budget. La définition de la structure des responsabilités est une autre tâche de la direction générale de l'entreprise, tels que les services opérationnels, l'état-major, les fonctionnels, les fournisseurs. À la suite des difficultés économiques nées en 1973, Octave Guélinier a été conduit à ajouter à la croissance et à l'innovation une troisième règle de base pour l'efficacité des entreprises, à savoir la finalité humaine directe. Octave Guélinier a défini les origines de la compétitivité. Pour lui, la compétitivité fait référence à l'innovation, la motivation et l'imagination générées par la concurrence et la finalité humaine directe à l'extérieur de l'entreprise et à l'intérieur de l'entreprise. Nous passons maintenant à étudier Amartya Etzioni, qui est relative au courant sociologique. Amartya Etzioni est né en 1929. Il a été professeur de sociologie à l'Université Columbia de New York. Il a obtenu un doctorat de sciences politiques et s'est intéressé au domaine de la résolution des conflits ou la théorie de la conduite sociale. Etzioni considère que notre société moderne est une société d'organisation. Il s'est intéressé à la distribution du pouvoir. Il considère que les besoins de l'organisation et ceux des membres ne sont jamais complètement satisfaits. Ils sont même habituellement fort incomplètement satisfaits. Pour lui, il y a le pouvoir coercitif. On y trouve
les camps de concentration, les maisons de correction, les hôpitaux psychiatriques de détention ou les camps de prisonniers de guerre. Il définit aussi le pouvoir utilitaire, où il y a la reconnaissance du travail par l'argent. L'homme est poussé à produire ce qui est utile à la société. On trouve les usines, les bureaux, les banques, les organisations militaires en temps de paix. Il définit aussi le pouvoir normatif, qui est la gratification non financière. En termes éthiques, la reconnaissance des talents, la valorisation de l'homme par la qualité morale de ses activités altruistes. Le pouvoir normatif prédomine dans les organisations religieuses, les organisations idéologiques et politiques, les collèges, les universités, les associations volontaires, les écoles et les hôpitaux psychiatriques à but thérapeutique. Edioni met en évidence aussi que les organisations diffèrent non seulement par le type de pouvoir et le type d'implication, mais aussi en raison d'autres aspects tels que le rôle du leadership, le pouvoir de pénétration des méthodes et des normes de règlement, ainsi que le champ d'action. On passe maintenant à étudier le courant de la connaissance à travers les travaux d'Edith Penrose. Edith Penrose est une économiste anglaise. Il s'agit d'une contribution importante du monde de l'économie et du management par l'une des premières femmes à avoir influencé significativement ces domaines. Elle est également une spécialiste reconnue du monde de l'économie du pétrole, auteure de plusieurs ouvrages, et elle est aussi mère de 3 enfants. Edith Penrose propose une théorie des processus de croissance basée sur la recherche de la connaissance par l'entreprise. Penrose se différencie du courant économique dominant. Pour elle, les ressources ne sont pas définies comme des inputs dans les fonctions de production, mais comme des services subjectifs. Si les services rendus par les ressources sont une fonction de la manière dont elles sont utilisées, en combinaison avec les différents types ou les montants des autres ressources. En conférant à la connaissance une valeur économique au même titre que toute autre ressource matérielle faisant partie du capital, Penrose a ouvert la voie à une nouvelle théorie économique qui doit placer le savoir au centre du processus de création de la richesse. Dans le cadre de Resource-Based View, nous allons voir les auteurs Prahaled et Hamel. Prahaled et Hamel ont développé la notion de cœur de compétence, ou ce qu'on appelle la compétence distinctive d'une entreprise. C'est ce qu'elle fait mieux par rapport à ses concurrents. Cela peut être toute compétence, depuis le développement de nouveaux produits jusqu'à l'implication des salariés. Les théories actuelles préconisent que les activités qui ne font pas partie du cœur de compétences de l'entreprise soient externalisées. Si une compétence distinctive conduit à un avantage durable pour l'entreprise, il s'agit d'un avantage compétitif. Les deux auteurs citaient l'expertise dans le domaine des moteurs de Honda. Honda pouvait exploiter son cœur de compétences pour développer de nombreux produits, depuis les tondeuses à gazon jusqu'aux voitures et aux camions. L'histoire du management nous a permis de porter un regard sur les différentes écoles de pensée et surtout d'analyser le PEDC, c'est-à-dire la planification, l'organisation, la direction et le contrôle à travers les différents auteurs. L'évolution du management est incontestablement marquée par plusieurs mutations qui semblent s'opérer et conduire les salariés à revendiquer plus d'autonomie et surtout d'intelligence dans les situations de travail, ce qui va forger de nouvelles écoles et de nouvelles théories de l'organisation.